l'exploration polaire et de l'aviation américaine. Il est principalement connu pour ses expéditions audacieuses au pôle et ses contributions significatives à l'exploration de notre planète. Diplômé en 1912 à l'Académie navale des États-Unis, sa formation militaire et son esprit aventureux l'ont rapidement dirigé vers une carrière dans l'aviation naissante. Byrd a servi dans la marine américaine pendant la Première Guerre mondiale, où il a développé une expertise en navigation aérienne. Il participa à plusieurs missions importantes, notamment en tant que directeur de l'aéronautique pour la flotte atlantique de la marine américaine. En 1926, Richard Byrd, avec son pilote Floyd Bennett, a revendiqué la première traversée aérienne du pôle Nord en avion. Cette expédition a renforcé la réputation de Byrd en tant qu'explorateur audacieux. Il a reçu de nombreuses distinctions pour ses exploits, dont la médaille d'honneur du Congrès, la plus haute distinction militaire américaine, ainsi que la Légion d'honneur française. Richard Byrd a également été un pionnier de la technologie aéronautique et de la logistique polaire, introduisant des innovations telles que l'utilisation d'avions pour l'exploration et la cartographie des régions polaires. Plus d'un demi-siècle après ces expéditions, Richard Byrd incarne toujours l'essence de l'explorateur moderne, repoussant les limites de la connaissance humaine et ouvrant de nouvelles frontières pour les générations futures. Le carnet de bord de l'amiral Richard Byrd, rédigé lors de son expédition au pôle Nord en 1947, est souvent cité par les partisans des théories alternatives pour sa description énigmatique d'une terre au-delà du pôle, prétendument non gelée et habitée par une civilisation intraterrestre. Bien que controversé et largement débattu, ce document fascine et suscite l'imagination de nombreux chercheurs de vérité et de passionnés d'ufologie. Selon le contenu de ce carnet, lors de son vol au-dessus du pôle Nord, Byrd aurait observé une région non gelée, en contraste frappant avec l'environnement polaire attendu. Cette zone était décrite comme verdoyante, avec des montagnes, des forêts et des rivières, ainsi que des signes de vie animale, y compris des créatures ressemblant à des mammouths, considérés comme éteints depuis des millénaires. Le carnet de bord relate également une rencontre extraordinaire avec une civilisation avancée vivant sous la surface terrestre. Byrd aurait décrit une descente dans cette région habitée, où il aurait été accueilli par des êtres humanoïdes, technologiquement avancés et pacifistes, qui auraient communiqué avec lui, exprimant leur inquiétude concernant l'utilisation d'armes nucléaires par l'humanité en surface. Le récit de Richard Byrd sur cette expérience reste l'objet de vives discussions et de scepticisme parmi les historiens et les scientifiques. Beaucoup considèrent ces écrits comme apocryphes ou symboliques, tandis que d'autres y voient la preuve d'une réalité cachée et de civilisations inconnues. Qu'elle soit considérée comme une réalité, une allégorie ou une fiction, l'histoire contenue dans le carnet de bord de l'amiral Byrd continue de captiver l'imagination. Elle alimente des débats sur les mystères de notre planète et les limites de la connaissance humaine et rappelle également les dangers de l'orgueil et de l'ignorance des hommes face au pouvoir destructeur qu'ils possèdent. Que l'on choisisse de le lire comme le témoignage d'une aventure extraordinaire ou comme une simple œuvre de fiction, ce récit invite à la réflexion sur les mystères de notre monde et sur la place de l'humanité dans l'univers. Je vous livre ici les prétendus mots du carnet de bord de l'amiral Byrd lors de son expédition au pôle Nord en 1947. Je dois écrire ce carnet de bord secrètement et dans l'ombre. Il concerne mon vol arctique du 19 février 1947. Il viendra le temps où la pensée rationnelle des hommes deviendra insignifiante et que l'on devra accepter l'inévitable vérité. Je ne suis pas libre d'assurer la mise au jour de la documentation suivante qui fait l'objet de cet écrit. Peut-être ne verra-t-elle jamais la lumière de l'analyse publique. Mais je dois faire mon devoir et l'enregistrer ici pour tout un chacun, afin qu'il puisse un jour en prendre connaissance, dans un monde qui, je l'espère profondément, ne laissera pas l'avidité et l'oppression abusive d'une partie de l'humanité nous soustraire à ce qui est vrai plus longtemps. Carnet de vol, camp de base arctique, 19 février 1947.
Tous les préparatifs sont complètement faits pour un vol en direction du nord et nous décollons avec le plein de carburant. Le carburant du moteur de tribord semble trop riche. On fait l'ajustement. L'avion file doucement maintenant. La vérification de position avec le sextant à bulles et vérification avec la boussole solaire, notre avant exécute un changement léger et la course se poursuit comme planifié. Le contact radio est vérifié avec le camp de base et la réception est normale. On note une légère fuite d'huile dans le moteur de tribord. L'indicateur de pression d'huile cependant reste normal. Une turbulence légère est notée dans la direction de l'est avec une altitude de 2321 pieds. Correction, à 1700 pieds. Aucune autre turbulence, mais le vent d'arrière s'accroît. Léger réglage de contrôle, les performances de l'avion sont très bien maintenant. Contact radio avec le camp de base, situation normale. Nouvelle turbulence à l'altitude de 2900 pieds, conditions de vol normales. Vaste surface de glace et de neige en dessous. Notons la coloration de nature jaunâtre qui se dispersait linéairement. Modifions l'itinéraire pour un meilleur examen de cette couleur en dessous, plus rougeâtre ou violet aussi. Nous exécutons 2 tours au-dessus de cette zone et nous reprenons l'itinéraire qu'indique la boussole. Nouveau contact avec le camp de base et transmission des informations relatives aux colorations de la glace et de la neige au sol. La boussole magnétique et le gyrocompas commencent à tourner et bouger. Nous sommes incapables de tenir notre route à l'aide des instruments. Nous supportons les caprices de la boussole et maintenant tout semble bien. Nous effectuons des contrôles particulièrement lents, mais il n'y a aucune présence de glace. À quelque distance de là, apparaît ce qu'il semble être des montagnes. Après 29 minutes de vol, notre première impression se confirme. Ce sont bien des montagnes, et pas une illusion. C'est une petite chaîne de montagnes que je n'ai jamais vue auparavant. L'altitude change pour arriver à 2950 pieds. Nous rencontrons de fortes turbulences à nouveau. Nous passons au-dessus de la petite chaîne de montagnes et nous sommes toujours en direction du nord apparemment, comme on pourrait s'en assurer au mieux. Au-delà de la chaîne de montagnes apparaît une vallée avec un petit fleuve ou rivière se dirigeant vers le centre de la vallée. Il ne devrait pas y avoir de vallée verte en dessous. Quelque chose est définitivement faux et anormal ici. Nous ne devions survoler que glace et neige. À bâbord, on voit de grands massifs forestiers le long de pentes montagneuses. Nos instruments de navigation tournoient encore. Le gyroscope oscille d'arrière en avant. Je modifie l'altitude jusqu'à 1400 pieds et j'effectue une boucle serrée vers la gauche afin de mieux examiner la vallée en dessous. Elle est verte avec soit de la mousse, soit une sorte d'herbe très dense. La lumière semble ici différente. Je ne peux pas voir davantage le soleil. Nous faisons une autre boucle à gauche et nous repérons ce qui semble être une sorte de grand animal en dessous de nous. On dirait un éléphant. Mais pas du tout, il ressemble à un mammouth. C'est incroyable, cependant, c'en est là bien un. Nous descendons jusqu'à 1000 pieds et prenons les jumelles pour mieux examiner l'animal. Nous confirmons définitivement que l'animal est bien un mammouth. Nous communiquons cela au camp de base. Nous rencontrons des collines mouvantes vertes maintenant. Le thermomètre extérieur donne 23,3 degrés Celsius. Nous poursuivons la route en avant. Les instruments de navigation sont maintenant normaux. Leur mouvement m'intrigue. On essaye de contacter le camp de base. La radio est muette. La campagne en dessous est plus nivelée et normale, si je peux employer ce mot. Plus avant, nous percevons ce qui semble être une ville. C'est impossible. L'avion semble léger et bizarrement stable. Les contrôles refusent de fonctionner. Mon Dieu, hors bâbord et à tribord de notre aile, apparaît un étrange type d'avion. Ils nous suivent de près et rapidement le long de notre côté. Ils sont en forme de disque et ils sont resplendissants. Ils sont assez proches maintenant pour que nous puissions voir leur inscription. On y voit un symbole étrange que je ne révélerai pas. C'est fantastique. Où sommes-nous? Que nous arrive-t-il? Je contrôle encore les appareils, ils ne répondent pas. Nous sommes pris dans un invisible étau d'un certain type. Notre radio se met à crépiter et une voix anglaise en sort avec ce qui pourrait être peut-être un léger accent nordique ou germanique. Le message est « Bienvenue, amiral, dans notre domaine. Nous vous ferons atterrir dans exactement 7 minutes. Détendez-vous, amiral, vous êtes dans de bonnes mains. » Je note que les moteurs de notre avion sont stoppés.
L'avion est sous un étrange contrôle et vire maintenant tout seul. Les contrôles sont inopérants. Nous recevons un autre message radio. Nous commençons le procédé d'atterrissage maintenant, et par moments, l'avion frémit légèrement et commence une descente comme s'il était attrapé par un grand ascenseur invisible. Le mouvement en descente est imperceptible et nous touchons le bas en éprouvant seulement une secousse légère. J'enregistre une dernière note dans le carnet de bord. Plusieurs hommes approchent à pied de notre avion. Ils sont grands, avec la chevelure blonde. À une certaine distance, on aperçoit une grande cité scintillante en jets colorés d'arc-en-ciel. Je ne sais pas ce qui va arriver maintenant, mais je ne vois aucune arme sur ceux qui approchent. J'entends maintenant une voix me commandant personnellement d'ouvrir la porte de la cale de l'avion. J'obtempère. Fin du carnet de bord. À partir de maintenant, j'écris ici tous les événements qui suivent de mémoire. Cela défie l'imagination et se confinerait à la folie si ce n'était pas vraiment arrivé. L'opérateur radio et moi nous approchons de l'appareil et nous sommes reçus de la plus cordiale manière. Nous montons alors sur une petite plateforme mobile de transport sans roues. Elle nous amène vers la ville scintillante avec une grande rapidité. Comme nous approchons, la ville semble être faite en matière cristalline. Bientôt, nous arrivons à un grand bâtiment qui est d'un type que je n'ai jamais vu avant. Il paraît être tiré directement d'un croquis de Frank Lloyd Wright, ou mieux encore, d'un film de Buck Rogers. On nous offre un certain type de breuvage tiède qui avait un goût qui ne ressemble à rien de ce que j'ai connu auparavant. Il est délicieux. Après 10 minutes, 2 de nos merveilleux hôtes viennent nous rejoindre et nous annoncent que je dois les accompagner. Je n'ai pas d'autre choix que de m'exécuter. Je quitte mon opérateur radio et nous marchons sur une courte distance et nous pénétrons dans ce qui semble être un ascenseur. Nous descendons pendant quelque temps, la machine s'arrête et la porte de l'ascenseur glisse silencieusement vers le haut. Puis, nous suivons vers le bas un long couloir qui est éclairé par une lumière rose qui semble émaner des murs eux-mêmes. Un des êtres nous fait signe de nous arrêter devant une grande porte. Sur la porte se trouve une inscription que je ne peux pas lire. La grande porte glisse en s'ouvrant sans bruit et on me fait signe d'entrer. Un de mes hôtes parle. « N'ayez aucune crainte, amiral. Vous allez avoir une audience avec le maître. » Je marche à l'intérieur et mes yeux contemplent la belle coloration qui semble remplir la pièce complètement. Alors, je commence à voir les alentours. Ce qu'accueillent mes yeux est le plus beau spectacle de mon existence entière. Ceci est en fait trop beau et merveilleux à décrire. C'est exquis et délicat. Je ne pense pas qu'il existe un terme humain qui puisse le décrire honnêtement dans tous ses détails. Mes pensées sont interrompues d'une façon cordiale par une voix riche, tiède de qualité mélodieuse. Je vous souhaite la bienvenue à notre domaine, amiral. Je vois un homme avec des traits délicats et avec la marque des années sur son visage. Il est assis à une table longue. Il m'invite à m'asseoir sur une des chaises. Dès que je me suis assis, il place le bout de ses doigts ensemble et il sourit. Il parle encore et me transmet ce qui suit. Nous vous avons permis, amiral, d'entrer ici parce que vous êtes de caractère noble et connu du monde de la surface. Le monde de la surface ? J'en eus à moitié le souffle coupé. Oui, fut la réponse du maître en souriant. Vous êtes dans le domaine des Ariani, le monde intérieur de la Terre. Nous ne retarderons pas longtemps votre mission et vous serez escorté prudemment vers la surface et au-delà d'une certaine distance. Mais maintenant, amiral, je vais vous dire pourquoi vous avez été convoqué ici. Notre intérêt pour vous, justement, commence immédiatement après que votre race ait fait exploser les premières bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki au Japon. C'est à ce moment dramatique que nous avons envoyé nos machines volantes sur votre monde de surface afin d'étudier ce que votre race avait fait. Ceci est bien sûr de l'histoire ancienne maintenant, mon cher amiral, mais je dois poursuivre. Vous voyez, nous n'avons jamais interféré auparavant dans des guerres et barbaries de votre race, mais maintenant nous le devons, car vous avez appris à manipuler avec un certain pouvoir ce qui ne revient pas aux humains, à savoir l'énergie atomique. Nos émissaires ont déjà livré des messages aux puissants de votre monde, et cependant, elles n'en tiennent pas compte. Maintenant, vous avez été choisi pour attester ici que notre monde existe. Vous voyez, amiral,
Notre culture et notre science sont en avance de plusieurs milliers d'années sur celle de votre race. » Je l'interrompis. « Mais qu'ai-je à voir avec tout cela, monsieur ?» Les yeux du maître semblèrent me pénétrer profondément, et après m'avoir analysé pendant un moment, il répondit. « Votre race a maintenant atteint le point de non-retour, car il y a parmi vous ceux qui pourraient détruire votre propre monde, plutôt que de vouloir abandonner leur prétendu pouvoir. » J'acquiesçai, et le maître continua. En 1945 et par la suite, nous avons essayé de contacter votre race, mais nos efforts n'ont rencontré qu'hostilité, et nos vaisseaux furent mitraillés. Oui, et même poursuivis avec malice et animosité par vos avions de combat. Aussi, maintenant, je vous le dis, vous, mon fils, il y a un grand orage se concentrant sur votre monde, une fureur noire qui subsistera elle-même pour beaucoup d'années. Il n'y aura aucune possibilité de réponse de la part de vos armées. Il n'y aura aucune protection de la part de votre science. Cette fureur fera rage jusqu'à ce que chaque fleur de votre culture soit piétinée et que toute chose humaine soit plongée dans un vaste chaos. Votre récente guerre n'était visiblement qu'un prélude de ce qui doit encore advenir à votre race. Nous, ici, le voyons plus clairement à chaque heure. Pensez-vous que je me trompe ? Pas du tout, répondis-je. C'est déjà arrivé autrefois que ces sombres périodes viennent et subsistent pendant plus de 500 années. Oui, mon fils, répondit le maître. Les périodes sombres qui viendront maintenant pour votre race couvriront la terre comme un voile. Mais je crois qu'une certaine partie de votre peuple traversera cet orage au-delà de ce que je ne peux exprimer. Nous voyons dans un avenir très loin un nouveau monde renaissant des ruines de votre race, cherchant ces trésors perdus et légendaires et qui seront ici, mon fils, grâce à notre sauvegarde. Quand ce temps arrivera, nous viendrons à nouveau aider votre culture et votre race à revivre. Peut-être alors aurez-vous appris la futilité de la guerre et de ses conflits. Et après ce temps, certains points de la culture et de la science de votre race réapprendront de nouveau. Vous, mon fils, devez retrouver le monde de la surface pour lui confier ce message. » Avec ces derniers mots, notre réunion sembla arriver à son terme. Je restai un moment comme dans un rêve. Mais une fois de plus, je savais que tout cela était la réalité. Et pour une raison étrange, je me prosternais légèrement, soit par respect, soit par humilité, je ne saurais le dire. Soudainement, je pris conscience que les deux hôtes magnifiques qui m'avaient amené ici se situaient encore à mes côtés. « Par ici, amiral », mentionna l'un d'eux. Je me retournai une fois de plus avant de partir et regardai en arrière vers le maître. Un sourire doux était gravé sur son visage ancien et délicat. « Adieu, mon fils. » Il parlait et avait le geste exquis et svelte qui donne une impression de paix, et notre réunion fut véritablement terminée. Rapidement, nous sommes retournés jusqu'à la grande porte de la chambre du maître, et une fois de plus, nous sommes entrés dans l'ascenseur. La porte glissa silencieusement vers le bas. Nous sommes immédiatement montés. Un de mes hôtes me dit encore « Nous devons maintenant faire vite, amiral, car le maître ne voudrait pas vous retarder plus longtemps dans votre emploi du temps, et vous devez retourner porter son message à votre peuple. » Je ne dis rien. Tout cela étant presque incroyable, et une fois de plus, mes pensées furent interrompues quand nous nous sommes arrêtés. J'entrai dans la pièce et retrouvai mon opérateur radio. Il avait une expression anxieuse sur son visage. J'approcha de lui et lui dis « Tout est ok, oh oui, tout est ok. » Les deux êtres nous dirigèrent vers le véhicule qui nous attendait, et nous y sommes montés, et nous retournâmes bientôt à notre avion. Les moteurs tournaient au ralenti, et nous nous embarquâmes aussitôt. La situation semblait relever un certain caractère d'urgence. Dès que la porte de la cale fut fermée, l'avion fut immédiatement soulevé par cette force invisible jusqu'à ce que nous atteignîmes une altitude de 2700 pieds. Deux appareils nous escortaient sur une certaine distance en nous orientant sur notre chemin de retour. Je dois déclarer ici que notre indicateur de vitesse n'enregistrait aucune information, bien que nous nous déplacions à une allure très rapide. Vint alors un message radio. « Nous vous quittons maintenant, amiral. Vos appareils de contrôle sont libérés. Au revoir. » Nous voyons encore un moment les aéronefs dans le ciel bleu pâle, avant qu'ils ne disparaissent.
L'avion, soudainement, plonge, comme s'il était pris dans un étroit trou d'air pendant un moment. Nous réussissons rapidement à le contrôler. Nous ne parlons pas pendant un certain temps, chaque homme entretient ses pensées. Nous retrouvons à nouveau une vaste superficie de glace et de neige, et sommes approximativement à 27 minutes du camp de base. Nous les appelons. Ils répondent. Nous reportons que toutes les conditions sont normales. Le camp de base exprime son soulagement pour le rétablissement du contact. Nous atterrissons doucement au camp de base. J'ai une mission. Les notes du carnet de bord se terminent ici. Le 11 mars 1947. Je viens d'assister à une réunion d'un personnel du Pentagone. J'ai annoncé pleinement ma découverte et le message du maître. Tout a été dûment enregistré. Le président a été averti. Je suis maintenant retenu pour plusieurs heures, 6 heures, 39 minutes pour être exact. Je suis interviewé spécifiquement par les forces de sécurité et une équipe médicale. Ce fut éprouvant. Je suis placé sous strict contrôle par la Centrale de prévision de sécurité nationale des États-Unis d'Amérique. On m'ordonne de rester silencieux au sujet de tout ce que j'ai appris au nom de l'humanité. Incroyable. Je me suis rappelé que j'étais un militaire et j'ai dû obéir aux ordres. Le 30 décembre 1956. Ces quelques dernières années qui se sont écoulées depuis 1947 n'ont pas été agréables. J'inscris maintenant ma note finale dans ce singulier carnet de vol. En le fermant, je dois dire que j'ai fidèlement gardé toutes ces années cette affaire secrète, comme il me l'avait été demandé. Cela a été complètement à l'encontre de mes convictions de droit moral. Maintenant, je sens venir sur moi la longue nuit, et ce secret ne mourra pas avec moi. Mais comme toute vérité qui s'impose un jour, il triomphera lui aussi. Cela peut être la seule espérance pour l'humanité. J'ai vu la vérité, et cela a stimulé mon esprit, et je suis désormais libre. J'ai fait mon devoir envers le monstrueux complexe industriel militaire. Maintenant, la nuit longue commence à approcher, et il y aura une fin. Tout comme la nuit longue des confins arctiques, le brillant soleil de vérité reviendra encore, et ceux-là qui sont dans l'obscurité seront inondés de sa lumière, car j'ai vu cette terre au-delà du pôle, ce centre du grand inconnu.